Bonjour et bienvenue à cette capsule de modélisation statistique, un cours de maîtrise à HEC Montréal. C'est l'introduction aux données corrélées longitudinales, donc le premier d'une série de vidéos pour le chapitre 5 où on va s'intéresser au problème de corrélation entre les observations et on va voir comment est-ce qu'on peut modéliser ces effets-là afin d'obtenir une inférence qui est valide. Le but du chapitre, c'est de voir, comme je le disais, comment prendre en compte la dépendance entre les observations et on va se cantonner au cas de données normales, donc modèle linéaire classique, où on va modéliser la matrice de covariance des observations pour deux types de données, donc des données longitudinales qui sont observées dans le temps, des données groupées. Et finalement, on va aussi voir comment on peut utiliser les mêmes outils qu'on va aborder pour modéliser l'hétéroscédasticité de groupe. Donc, si vous avez des variances qui diffèrent dans des groupes, on peut utiliser ces outils et cette spécification de matrice de covariance pour régler notre problème d'hétéroscédasticité. Donc, qu'est-ce qui arrive quand nos données, nos observations ne sont pas indépendantes? Si les observations sont corrélées et que la corrélation est positive, ce qui arrive, c'est qu'on va estimer l'effet et la quantité d'informations qui est disponible est plus petite, d'accord, que le nombre d'observations. Donc, quand on va calculer, par exemple, les erreurs types de nos estimés, on va diviser par le nombre d'observations, mais réellement, la quantité d'informations est plus faible, donc le dénominateur qu'on utilise dans la formule est trop élevé. Les erreurs estimées sont trop petites et conséquemment, donc nos intervalles de confiance seront aussi trop petits, ce qui fait qu'on enfle l'erreur de type 1, donc on va avoir des faux positifs. On va déclarer qu'un paramètre est significatif, par exemple, quand il ne l'est pas. Donc, ça impacte directement notre inférence, donc on va voir comment est-ce qu'on peut aborder ce problème. Donc, généralement, il y a deux sources de corrélation. On va s'intéresser donc à la corrélation entre observations pour un même individu, pour un même phénomène qui provient de la dépendance à travers le temps. Okay? Donc, il y a deux types de données. La distinction peut sembler artificielle, mais en pratique, elle ne l'est pas. Donc, les données longitudinales, ce sont des mesures répétées sur des individus, mais ce sont des séries chronologiques qui sont très courtes. Donc, on verra un exemple où on fait un suivi pendant 10 semaines à intervalle de 2 semaines. Donc, vous avez un horizon de temps qui est de l'ordre de 5. À l'inverse, les séries chronologiques, si vous pensez données financières, c'est des séries qui sont longues et généralement, ces données-là vont nécessiter des modèles plus adaptés où là, on s'intéresse davantage aux dynamiques temporelles qu'à l'effet de variables explicatives. Donc, la dépendance temporelle, premier type d'effet. Sinon, les données groupées, donc si vous pensez où est-ce qu'il pourrait y avoir de la dépendance, si des gens, par exemple, viennent d'une même famille, sont dans un même ménage, ont un même gestionnaire, si vous êtes dans la même classe, donc il peut y avoir de la dépendance qui provient tout simplement d'un effet externe. Donc, par exemple, si on analyse les résultats dans une classe, ben, vous pourriez dire si vous avez des profs différents, il pourrait y avoir un effet prof, et ça va s'appliquer à tous les étudiants de la même classe. Okay? Donc, c'est cet effet groupe qu'on verra plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle des données groupées. Et donc, généralement, dans ces deux types de données-là, on peut suspecter la présence de corrélation qui va impacter nos mesures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a analysé plutôt dans le semestre la régression linéaire et dans lequel on avait dit, ben voilà, notre vecteur de variable réponse, Y, donc chaque observation était indépendante et suivait une loi normale. Donc maintenant, plutôt que de s'intéresser et dire, oh, j'ai une collection de n variables aléatoires, okay, donc Y était aléatoire parce qu'il y a un terme d'erreur associé qui est aléatoire, plutôt que m'intéresser à chaque composante individuelle, je vais m'intéresser au vecteur en tant que tel, donc toutes les observations. Et des fois, vous allez voir aussi, on va s'intéresser à des sous-sections, à des parties de ce vecteur-là qui correspondent par exemple aux mesures pour un individu donné. Donc Y, ça pourrait être toutes les mesures qu'on a prises,
mais seule une portion pourrait correspondre à une personne donnée. OK? Donc, si on regarde Y et qu'on suppose que, par exemple, on a un modèle linéaire, donc les erreurs suivent une loi normale, donc je pourrais m'intéresser à ces moments, donc son espérance, sa variance. Donc, l'espérance théorique, la moyenne théorique, si vous voulez, sera sera calculée composante par composante. Donc, c'est un vecteur de taille n, et chaque entrée, c'est l'espérance de chacune des variables individuelles. Donc, ce qui va nous intéresser davantage, nous, pour modéliser justement cette dépendance, ça va être la matrice de covariance. Donc, dans les moments, quand vous avez un vecteur aléatoire, donc la variance, le deuxième moment centré, c'est la même chose que dans le cas unidimensionnel, mais on va avoir, donc quand on regarde deux variables, on va avoir une notion de covariance. Donc si y augmente, qu'est-ce qui arrive avec yj? Et donc si la covariance est positive, les deux vont avoir un effet simultané. Okay? Donc il y a plus de probabilité qu'un augmente avec l'autre et ainsi de suite. Donc la matrice de covariance dans le cas gaussien va encoder cette structure de dépendance. Donc vous allez voir dans le modèle la matrice de covariance. Donc c'est une matrice n par n. Sur la diagonale, vous avez la variance de chaque mesure, de chaque observation. Et les éléments hors diagonale, ça va être les covariances. Et la matrice est symétrique, donc la covariance, l'opérateur de covariance, donc vous pouvez l'écrire de telle sorte à ce que donc sigma 1, 2 par exemple est égal à sigma 2, 1. Donc ces éléments-là sont symétriques. Okay. Si la matrice de covariance vous parle moins, on peut aussi regarder la corrélation. Donc la corrélation entre deux observations, c'est tout simplement leur covariance divisée par leur écart type des variables respectives. Okay? Donc la matrice de corrélation, ce sera la matrice n par n. Donc ça encode grosso modo la même information, moins les variances. Okay? Donc ici, si vous utilisez la formule, ça revient à diviser par le carré, la variance par le carré de l'écart type. Donc vous obtenez 1 sur la diagonale et les corrélations individuelles, donc de la même interprétation que d'ordinaire. Une corrélation positive implique que les variables, donc si vous pensiez à un nuage de points, donc la pente qui passe dans le nuage de points aurait un coefficient qui est positif. Okay. Dans le cas de données gaussiennes, si vous avez une corrélation ou une covariance de 0, ça implique que les deux observations sont indépendantes, mais règle générale, si vous n'aviez pas des données normales et que la corrélation était 0, on a vu des exemples, donc ça ne veut en aucun cas dire que les données sont indépendantes, ça veut juste dire qu'elles ne sont pas corrélées. Okay. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? Donc, l'objectif, ça va être de modéliser cette matrice de covariance. Donc, on va regarder des modèles simples, okay, paramétriques, comme on a fait par ailleurs. Donc, on va se dire, on va essayer de prendre une classe de matrice de covariance qui va nous permettre de prendre encore cette corrélation entre les groupes. Okay? Donc, la corrélation, en modélisant la matrice de covariance, on va capturer cet effet-là. Donc, cette redondance au point de vue de l'information entre des individus d'un même groupe ou des mesures répétées pour un même individu. Donc, dans le chapitre, on va s'intéresser, on verra les données corrélées plus tard. Donc, on va s'intéresser à une étude longitudinale, donc des courtes séries chronologiques, comme je le disais, où on parle des fois, donc les économètres utilisent le vocable données de panel, où des fois vous allez entendre mesures répétées. Donc ici, le groupe, c'est un individu, et les observations, donc c'est une mesure répétée à des intervalles de temps qui sont différents. Donc, qu'est-ce qu'on suppose? Les individus vont être indépendants les uns des autres, mais au sein d'un même individu. Pour un même individu, sa variable réponse ne sera pas nécessairement indépendante. Okay? Donc, si vous regardez le tableau, ça vous donne un exemple de jeu de données. Donc, on en verra un dans la prochaine vidéo. Donc, vous voyez ici un identifiant pour l'individu
ici sujet. Donc, les 3 premières lignes correspondent à l'individu 1. On a 3 mesures de temps. Donc, on a mesuré, par exemple, le score étant 1, 2 et 3. Et ça peut être un intervalle de plusieurs années. Des fois, ça peut être plus court. Donc, on verra un exemple avec un intervalle, par exemple, de 2 semaines. Vous avez une variable score, donc ici, qui pourrait être une variable réponse. Et il y a d'autres variables, par exemple, comme le sexe, qui ne changeront pas en fonction du temps. Donc, ce seront des variables explicatives qui sont fixes. Donc, certaines vont varier dans le temps, d'autres ne varieront pas dans le temps. Donc, c'est une caractéristique qu'on devra prendre en compte. Donc, ici, vous voyez le nombre de lignes totales dans le tableau correspond au nombre de pas de temps fois le nombre de sujets parce qu'on a autant d'observations que de sujets. Mais généralement, donc, la dimension totale, c'est une combinaison. Donc, il y a plus d'observations, de mesures qu'il y a d'individus. OK? Donc, dans ce type d'étude, on va parler pour des sujets non indépendants, on parle justement de cette notion de groupe. Donc, dans des données corrélées, le groupe, c'est par exemple un ménage, une entreprise, une école, un hôpital. Donc, une structure où vous avez des points communs qui vont induire de la corrélation. Okay. Donc, on aura peut-être des fois, vous pouvez avoir des échantillons, des méthodes d'échantillonnage où on va sélectionner un sous-groupe de l'échantillonnage par strate, où vous sélectionnez un groupe et vous prenez un certain nombre de personnes dans chaque groupe. Donc, par exemple, dans chaque hôpital, vous voulez savoir la performance ou le niveau de fatigue chez les infirmières, ben, vous allez prendre plusieurs institutions hospitalières et vous allez interviewer, faire des entrevues avec quelques infirmières dans chacune, de manière à avoir une espèce de portrait global, mais il faudra prendre en compte que peut-être certains hôpitaux font moins appel à des contractuels, ont plus d'heures supplémentaires, etc. Et ça pourrait impacter globalement toutes les personnes qui viennent d'un même groupe. Donc, on parle de données corrélées, de données groupées. Donc, c'est un peu la même chose. Ici, il faut juste que vous conceptualisez. Donc, quand on parle de groupe, donc les données longitudinales, c'est en quelque sorte la même chose que des données groupées. Ou dans ce cas-là, par contre, le groupe, c'est l'individu en tant que tel. Et donc, le groupe d'observation, c'est vraiment plusieurs mesures sur la même personne. Okay? Donc, chaque individu est son propre groupe. Et ici, donc, vous voyez, il y a plusieurs cercles qui correspondent à des individus. Donc, les observations au sein d'une même ellipse sont corrélées. Et entre cercles, elles ne le sont pas. Et donc, si vous avez des données vraiment groupées, donc là, on est dans le cas de la figure de droite, vous avez cette structure de groupe-là. Donc, vous pouvez avoir des nombres différents d'observations dans les groupes. Les groupes n'ont pas à être balancés. Mais en chaque cas, donc le nombre total, si vous voulez, d'observations que vous auriez, c'est le nombre de points qu'il y a dans le graphique. Donc, si j'ai 5 observations pour le sujet 1, que j'en ai 6 pour le sujet 2 et 5 pour le sujet 3, ben, j'aurai un total de 16 observations, par exemple. Petite parenthèse, donc on a parlé de cette notion donc, de groupe. OK, donc vous avez un groupe. Ici, ça pourrait être soit des mesures répétées, soit une structure de groupe. Et ce graphique donc, va illustrer qu'est-ce qui se passe si vous avez supposé que les observations étaient indépendantes, que vous faites un test d'hypothèse, par exemple ici un test T avec ces données-là, et vous n'ajustez pas pour la corrélation. Donc vous voyez l'axe des couleurs, c'est le nombre d'observations par groupe. Donc je suppose que j'ai des groupes. Donc ici, c'est un bête test T pour un échantillon. Donc j'ai un certain nombre d'observations, mais j'ai de la corrélation entre les observations. Donc ici, vous voyez pour une taille donnée. Donc l'effet, si vous avez, par exemple, des groupes de taille 2, okay, donc plusieurs observations, mais une structure groupe, des groupes de taille 2, 3, 4, 5, donc 20, c'est la ligne jaune que vous voyez. Et de gauche à droite, on augmente la corrélation. Donc, quand la corrélation est 0, peu importe la taille du groupe, si je fais un test
de niveau 5%, j'obtiens bien un taux d'erreur de type 1 qui est de 5%. En revanche, à mesure que la corrélation augmente, et voyez l'effet est non linéaire, surtout pour les autres groupes, donc même si vous avez une corrélation qui est assez faible, hein, de l'ordre de par exemple 20%, on peut avoir une erreur de type 1 pour des groupes de taille 20 qui est d'approximativement 35%. Donc vous êtes très loin du niveau nominal et ça veut dire que quand vous dites il y a seulement 5% de chance qu'il n'y ait pas d'effet, ben, en fait vous êtes complètement à côté de la plaque, donc ça arriverait presque une fois sur trois. C'est alarmant de voir à quel point la probabilité d'erreur de type 1 augmente rapidement avec la corrélation. Et donc, c'est ici pour un testé, mais c'est règle générale, les conclusions que vous tirez, en supposant incorrectement que les données sont indépendantes, et en ne prenant pas en compte cette corrélation-là, ne sont pas valides. Donc, vos conclusions sont fausses, sont erronées, et la distorsion du niveau donc illustre bien le fait que votre inférence dépend de ce postulat-là d'indépendance. Donc, il y a certains postulats pour lesquels l'effet, par exemple, normalité est beaucoup moindre. L'hétéroscédasticité, vous pouvez avoir une espèce de moyen-âge des différentes variances qui fait que vos conclusions ne tiennent peut-être pas la route, mais que globalement, vous n'êtes pas trop à côté de la plaque. Par contre, la corrélation, c'est un casus belli, donc on verra comment est-ce qu'on peut corriger le tir.